Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live. Cette émission qui a pour objectif de décrypter l'actualité africaine, l'information africaine. Alors aujourd'hui, je serai entourée par trois personnalités ici présentes donc, à Paris. Donc nous avons Babadem, vous êtes journaliste, bienvenue à vous. Nous avons Simplice Animaux, vous êtes journaliste, reporter d'images sur plusieurs médias. Et nous avons Wilfried Ekanga, vous êtes analyste politique. Messieurs, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler d'un thème qui fait forcément l'actualité. Donc, on va parler de l'AES et de la CEDEAO. Donc, peut-on parler d'un douloureux divorce? Si oui, pour qui? Pour l'un, pour l'autre ou pour les deux? Bonne question, on en parle dans un instant. Mais avant, actualité oblige, on va parler bien sûr des élections qui vont avoir lieu donc au Rwanda. Et oui, effectivement, mesdames et messieurs, le 15 juillet prochain, 3 candidats vont s'affronter pour obtenir la magistrature suprême, à savoir la présidence du Rwanda. Nous avons Paul Kagame, l'actuel président qui a été réélu donc en 2017 avec presque 100% des voix, donc à quelques points près. Nous avons Franck Habineza, donc chef du Parti démocratique vert. Et ensuite, nous avons donc le dernier, Philippe Mpayimana, qui s'était aussi présenté donc, lors de l'élection présidentielle donc, dernière en 2017 et qui est un candidat indépendant. Voilà l'élection présidentielle. Alors pourquoi cette élection est aussi controversée, messieurs? Je pense que vous avez des réponses à nous donner et surtout à nos téléspectateurs. Pourquoi? Controversée, pour moi, je ne dirais pas controversée, mais je trouve qu'au niveau mondial, ça n'a pas l'impact médiatique qu'il faut. Parce que tout simplement, on sait qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Il n'y aura pas de surprise. Ça fait la quatrième élection. On sait que Paul Kagame va gagner cette élection. L'enjeu... C'est normal, ça? Non, c'est-à-dire que si on regarde les enjeux, que ça soit au niveau de la politique, que ça soit au niveau de ses résultats forcément économiques, mais surtout, il bénéficie toujours d'un soutien populaire assez conséquent. Donc moi, je dirais que ça sera sans surprise. La question sera entre les deux autres. La dernière, ce sont les mêmes candidats, hein, Habineza et Mpayimana qui sont là. Donc, espérons pour eux à voir s'ils peuvent dépasser au moins 5% à eux deux. Donc pour vous, l'élection, elle est déjà gagnée d'avance, il n'y a pas de débat dessus. Non. Et puis je veux juste rajouter ce qui est intéressant, c'est le fait que pour la première fois, ils vont coupler l'élection présidentielle et l'élection législative. Et ce que j'aime bien dans cette élection législative, c'est qu'il y a, sur 80 députés, il y a au moins 23 sièges qui seront réservés qu'aux femmes, 2 autres sièges à la jeunesse et un autre siège aux handicapés. Donc au moins qui est déjà l'inclusif par rapport, après ça se joue sur les autres 53 autres députés, 53 autres sièges, mais le fait de permettre une élection uninominale à un tour, ça permet des économies. Et deuxièmement, le fait de coupler les deux permet aussi des économies. Donc j'espère que ça pourra... Paul Kagame sera élu président le 15 juillet, sans aucun doute. Et il n'y a pas de controverse, tout va bien. Non, s'il y avait des doutes, on aurait entendu parler de ces très bien. De ces Vous êtes du même avis? Bon, peut-être dans les faits, c'est un constat. On constate sur le terrain ce qui se passe. Mais en même temps, pour moi, c'est un mauvais signal pour la démocratie, même en Afrique. Parce que 30 ans au pouvoir, moi je suis pour l'alternance. Hein. Pour moi, normalement, quelle que soit la valeur du président, il faut quand même favoriser l'alternance. Parce que Paul Kagame, pour moi, il n'est pas peut-être le plus intelligent de tous les Rwandais, quand même. Quand on parle pourquoi on dit que c'est controversé? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des amendements constitutionnels qui ont eu lieu donc, en 2015 et qui ont été très controversés, permettant à Paul Kagame de brider donc, déjà un 3e mandat et même la possibilité d'être au pouvoir jusqu'en 2034. Oui, justement. Donc ça pose un problème. Au niveau de l'alternance, je pense que ça se voit dans pas mal de pays. Hein. Des modifications constitutionnelles et après, autant déclarer changer de régime carrément. Donc je pense que c'est mieux. Wilfried? Il est évident que c'est une réalité africaine et je souscris à l'idée selon laquelle ce ne sera pas une élection mais un plébiscite. Il est évident qu'il va gagner. Les scores des opposants étaient ridiculement petits. En 2017, monsieur Franck Habineza du Parti des Verts avait 0,45%. C'est littéralement le même pourcentage que son âge. Il a 47 ans. Voilà, Paul Kagame, en 2003, en 2010, en 2017, il a toujours été au-dessus
des 90% dont il n'y aura pas de surprise. Ce qu'on peut déplorer, malheureusement, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'on va organiser une élection, il faut que le jeu soit équilibré. Les organisations internationales félicitent peut-être le Rwanda du point de vue du climat des affaires, globalement, mais ce n'est pas un exemple à suivre du point de vue du climat politique. C'est-à-dire, on estime que les élections se tiennent dans ce pays-là dans un climat de terreur, dans un climat d'intimidation. On se souvient de ce qui est arrivé à Madame Diane Rwigara en 2017, la militante féministe, qui, lorsqu'elle s'est portée candidat, s'est vue arrêtée, accusée de tentative d'insurrection avec des membres de sa famille. Ils sont même allés, il y a eu des choses en dessous de la ceinture, des photos d'une personnalité politique dénudée publiées sur la place publique, des manœuvres de chantage, et ça, évidemment, ça ne cadre pas avec ce que nous pensons être l'idéal de l'Afrique de demain. Donc aujourd'hui, l'élection n'est peut-être pas controversée sur les résultats qui sont de toute façon attendus, mais sur la forme, on peut dire Paul Kagame, et à partir du moment où tu organises une élection, donne les mêmes chances à tout le monde. Personnellement, je ne m'oppose pas à la longévité d'un président au pouvoir si les résultats sont bons. Évidemment, on peut disserter sur les résultats économiques du Rwanda. Je n'approuve par exemple pas la politique extérieure du Rwanda. Mais si les Rwandais estiment que c'est un bon président et qu'ils l'ont plébiscité sur le plan populaire, ça ne me dérange pas qu'il se représente 1000 fois, même s'il faut s'entendre dessus. Cependant, si on a décidé de réformer la Constitution et de se présenter à vie, il faut qu'à chaque fois qu'il y ait des élections organisées conformément au texte, il y ait aussi un respect des chances de chacun conformément au texte. Or là, on a une inféodation du pouvoir politico-militaire pour le bien du FPR contre les opposants. Voilà, mesdames et messieurs, petit tour de table concernant l'élection présidentielle qui aura lieu au Rwanda le 15 juillet. On aura l'information incessamment sous peu qui sera élu président, apparemment, peut-être, ou pour beaucoup, Paul Kagame. Peut-être qu'il y aura une surprise, on ne sait jamais. Allez, on poursuit cette émission avec le thème du jour, AES-CEDEAO. Peut-on parler d'un douloureux divorce? Si oui, pour qui? Pour la CEDEAO, pour l'AES ou peut-être même pour les deux? On en parle avec nos invités. Alors, on l'a dit, ça a été répété, notamment lors du sommet de l'AES. Ils l'ont dit, et ils ne vont pas revenir dessus apparemment, on quitte la CEDEAO et c'est irréversible. Donc, mais néanmoins, la CEDEAO, lors de son sommet, donc le 7 juillet, donc un jour après le sommet de l'AES, persévère, considère qu'il y a possibilité quand même de ramener donc les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Vous y croyez, vous, ou pas? Rapidement, un tour de table concernant cela. Honnêtement, au vu des deux sommets, rapidement, en un mot, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Donc, je pense, comme ils disent, c'est irréversible, mais j'ai été surtout déçu par l'acte posé ou le discours du président de la commission de l'Union africaine, de la CEDEAO, M. Touré. Et la manière dont ils ont parlé, c'est pour répondre en préambule à la première question, le divorce, pour qui le divorce est plus douloureux? Je pense que le divorce est beaucoup plus douloureux pour la CEDEAO que l'AES par rapport au discours que j'ai entendu ce dimanche. D'accord. Oui. Moi, je rejoins un peu. Je pense que le divorce serait plus douloureux pour la CEDEAO. Parce que l'AES, en fait, ils n'ont rien à perdre. De toute façon, ils sont déjà dans des difficultés. Ils essaient de trouver des solutions. Et je pense qu'ils sont quand même sur la bonne voie. Bon, après tout ce que je vois, Quoi qu'il en soit, lors du sommet de la CEDEAO, donc ils ont parlé des conséquences de ce retrait de ces pays. On va en parler ici sur le plateau. On va essayer de voir si effectivement il y aura une conséquence, deux grosses conséquences sur les pays de l'AES. On va voir ça dans un instant. Mais avant de parler de cela, je vais vous donner aussi la parole. Est-ce que vous pensez qu'un retour éventuellement serait possible? Parce qu'il y a quand même deux émissaires qui ont été officiellement choisis pour essayer de tenter de convaincre donc les pays de l'AES de revenir, à savoir le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le président Faure Gnassingbé, donc le président togolais. Donc ils y croient. La probabilité que le Niger, le Mali et le Burkina Faso reviennent dans l'AES est de 100% en dessous de zéro. C'est à oublier. Il y a eu une très mauvaise lecture géopolitique de la part des dirigeants de la CEDEAO qui ne comprennent définitivement pas que le train est parti. On a l'impression d'être dans une guerre d'ego, ou plutôt que d'être pragmatique. On est dans une sorte de refus de déni politique, on dirait...
un homme blessé dans son amour propre qui continue de courir après ses dulcinées après qu'elle a refait sa vie et qu'elle lui propose une amitié. C'est exactement le cas de figure dans lequel on se trouve. Donc j'invite une fois encore, c'est ce que nous disons dans nos analyses depuis le début, depuis l'annonce de la Confédération, enfin depuis l'annonce même de la charte du Liptako Gourma en septembre dernier, j'exhorte les dirigeants de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye en premier, à avoir pour de bon une lecture politique qui le fera rentrer dans l'histoire, plutôt que de se ridiculiser avec les vieillards, entre guillemets, qui obéissent encore au système d'antan. D'accord. Alors, pourquoi, à votre avis, ont-ils choisi donc, ces deux présidents? Pourquoi le président sénégalais? Pourquoi le président togolais? Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir de faire changer les avis? Et surtout, Bassirou Diomaye Faye, il insiste quand même. A-t-il éventuellement des informations qu'il n'a pas dévoilées? Croit-il encore que c'est possible? Il persévère. Oui, il persévère parce qu'il a toujours dit on va refaire reformer. Lui, il y croit à la reformation de la CEDEAO de l'intérieur avec les 3 pays de l'AES. Donc de reformer vraiment la CEDEAO pour que cette CEDEAO soit la CEDEAO dite des peuples. Et d'ailleurs, lorsque j'écoutais le président de la commission Touré, il a dit au moins 3 ou 4 fois la communauté des peuples. C'est la première fois que j'entends ça de la part de la CEDEAO, d'habitude qui parle d'autres choses. J'ai entendu la communauté des peuples, nous sommes 400 millions, et pire encore, et j'ai trouvé ça vraiment dommageable. C'est pour ça que je me suis dit, le fait d'envoyer Bassirou Diomaye Faye comme facilitateur, comme ils disent, facilitateur, je suis sûr que Bassirou Diomaye Faye a dû leur dire, il me faut des leviers. Parce que si c'est juste pour aller et dire, bon, écoutez, vous avez jusqu'au 20 janvier, quel qu'il en soit votre décision de quitter la CEDEAO, nous, dans nos textes, formellement, vous quitterez la CEDEAO qu'à partir de janvier ou février 2025. Donc, on va essayer de dialoguer pour que vous reveniez. Ça, c'est une mission presque suicidaire. Le fait de prendre Bassirou Diomaye Faye, mais je vais prendre le cas de qui? De Patrice Talon, je vais prendre le cas de... comment il s'appelle, le président ivoirien Ouattara. Imaginons juste qu'on dise médiation de la CEDEAO au Mali avec le président Ouattara. Je ne suis même pas sûr que l'accueil à l'aéroport lui fera retourner. Vous pensez qu'ils vont les recevoir, les pays de l'AES, Mali, Niger? Bassirou Diomaye Faye est en plus le seul, parce que si vous écoutez bien les présidents de transition, les présidents de l'AES plutôt, ils vous parlent souvent en disant... La légitimité, on nous parle de nous, les militaires, que nous ne sommes pas légitimes. Pourtant, eux, ils sont encore plus illégitimes concernant les recours à la Constitution, alors que Bassirou Diomaye Faye a été élu démocratiquement. Il est de la même génération et il a aussi un discours souverainiste. Sauf que c'est au niveau du temps qui... Donc, Bassirou Diomaye Faye, forcément, et d'ailleurs, ce qui a été dit, c'est que le président Tinubu aurait, d'après ce qu'on dit, insister pour que Bassirou Diomaye Faye y aille. Donc, je me demande quels sont les leviers qu'on a donnés à Bassirou Diomaye Faye. J'espère que ce sont des bons leviers. D'ailleurs, ce qui n'a pas été vraiment émis lors du discours, c'est qu'il y a eu le discours de Bassirou Diomaye Faye à la suite de ce sommet. Et il a bien dit, nous devons tout reprendre à zéro, faire en sorte que ça soit une communauté des peuples. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on dise qu'on aille sur une nouvelle reformulation de la CEDEAO, que le terme CEDEAO, qu'on élimine ça et qu'on parte vers une alliance. C'est pour ça que moi, l'AES me plaît dans sa façon de voir les choses. Ils sont partis d'une alliance, ils vont vers une confédération, et pourquoi pas une fédération des États, un peu comme la Suisse, si on regarde bien comme la Suisse. Mais moi, je suis beaucoup plus en phase avec cette intégration africaine. Ils sont sur la défense, ils sont sur la diplomatie. Ils peuvent même être l'AES dans la CEDEAO. Mais mais je préfère avoir ce bloc de confédération, de fédération, et que la nouvelle alliance des États de l'Afrique de l'Ouest puisse aller vers cela et qu'il n'y ait plus CEDEAO, UEMOA par-ci, OADA par-là, mais qu'on ait vraiment une vraie union. Donc, voilà. Wilfried, qu'est-ce que Bassirou Diomaye Faye va-t-il dire au président de l'AES pour cette énième et dernière, je pense, tentative? C'est une énième et dernière perte de temps. On n'est même plus dans la configuration de la tentative.
on est dans quelque chose d'irréversible. Je pense que ça a été assez clair et les arguments énoncés, il faut se pencher sur les arguments énoncés qui ont conduit à la création de l'Alliance de l'État du Sahel, plutôt que de s'enfermer dans l'idéologie selon laquelle la CEDEAO serait la panacée divine dont les enfants égarés se sont échappés et où il faut les appeler à revenir. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Bassirou Diomaye Faye n'est pas utilisé comme un émissaire mais comme un fusible, c'est-à-dire il fait partie du genou utile qu'on envoie se mouiller parce qu'il bénéficie encore aujourd'hui d'un totem d'immunité et évidemment il va s'y casser les dents. La lecture qu'il fait, elle n'est pas bonne quand il dit la communauté des peuples. Ah, ça tombe bien, le Liptako Gourmet est déjà une communauté des peuples avant même d'être aujourd'hui, d'avoir consacré la charte le 16 septembre 2023. C'était déjà une communauté historique, géologique, culturelle. C'était 17 millions d'habitants répartis entre le Burkina, le Niger et le Mali sur 370 000 km², c'est la superficie de l'Allemagne. Donc c'est déjà une communauté des peuples. Et aujourd'hui, on a décidé d'institutionnaliser cela sur des arguments factuels. Je souscris à l'analyse que je viens d'entendre totalement. Quand on dit qu'on ne pouvait pas affréter Alassane Ouattara à cette tâche parce que, nonobstant ses affirmations de vouloir libérer le plancher, de laisser la place à la génération qui vient, il nous a expliqué qu'après le décès en juillet 2020 de Amadou Gon Coulibaly, il n'y avait personne en Côte d'Ivoire qui pouvait porter les destinées de la nation à part lui. Et donc, il a été reconduit pour un troisième mandat. Et évidemment, il serait tout sauf surprenant s'il se représentait encore pour un autre mandat. Bolet Tinubu était le navire de pro pour intervenir au Niger après la chute de Mohamed Bazoum. Et évidemment, en ça, il a perdu toute crédibilité. Patrice Talon, de son côté, il nous a aussi dit qu'il était le candidat d'un seul mandat, il en est à son 10e, on sait ce qui va se passer prochainement, il ne peut donc pas venir se poser en chantre de la démocratie qui va donner des leçons aux dirigeants de l'AES. Alors on prend les deux jeunes, on prend M. Faure Gnassingbé, 57 ans, on prend M. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, même s'il a d'énormes casseroles, aussi Faure Gnassingbé, mais on n'y peut rien, il faut qu'il épaule quand même Diomaye Faye, parce qu'il ne peut pas y aller tout seul. Sinon, à M. Gnassingbé, on va aussi dire que pour se maintenir au pouvoir, il dit qu'il va laisser le poste de président, mais il ne fait rien conseil des ministres, dont il sera le président, et le président de la République n'aura plus qu'un rôle honorifique. Donc il y a ce jeu de dupe-là qui fait que les autres ne sont pas très crédibles. Tout à fait. Alors on prend le genou utile, on envoie Bassirou Diomaye Faye, mais il faut qu'il ouvre les yeux. Les arguments qui ont conduit à la création de l'Alliance des États du Sahel sont factuels. Le premier, il concerne l'équipement par les forces européennes des soldats sur place pour combattre les terroristes. Ils ont ce qu'on appelait le UTM, le European Union Training Mission, la mission d'entraînement de l'Union européenne, qui regroupait des tas de pays, le Danemark, la Hongrie, la Finlande, le Portugal, qui devaient, avec environ 600 soldats, former les soldats locaux. On disait training and equipment. Il faut entraîner, il faut équiper. Mais on a expliqué aux dirigeants du Mali, du Niger, du Burkina que non, ils n'avaient pas besoin d'armes pour affronter les terroristes. Et c'est pour ça qu'Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, posait la question, donc on va utiliser des lance-frondes contre des gens qui, eux, ont des kalachnikovs. En tout cas, le message est clair, c'est-à-dire que le retour, en tout cas pour vous qui êtes ici sur le plateau, le retour pour ces pays dans la CEDEAO est quasiment impossible. Quoi qu'il en soit, comme on dit, qui vivra verra. On va avancer si vous me permettez. Alors, néanmoins, pendant ce temps-là, ces pays avancent, continuent. Donc Burkina Faso, un nouveau code de la famille est adopté par le gouvernement pour préserver les valeurs africaines. Mali, le 10 juillet 2024, lors du Conseil des ministres, le gouvernement malien a annoncé la levée de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Qu'en pensez-vous ? Les choses avancent, comme tout à l'heure, ils l'ont dit, tout a été dit par rapport déjà à Bassirou Faye, Faure et Adama, mais le Mali et le Burkina prouvent qu'ils essaient de gérer le pays. Les activités tournent, c'est des pays qui fonctionnent normalement, et la population adhère à ce qui se passe. On suit un peu l'actualité, et moi je pense que la CEDEAO n'a qu'à s'en prendre à elle-même, parce que elle ne pourra pas empêcher que ce soit le Mali ou le Burkina ou le Niger à avancer. Ils essaient de gérer leur pays et ils connaissent les réalités de leur pays. Et ils vivent au quotidien les difficultés. Et donc ils essaient à leur manière de trouver des solutions endogènes à leurs problèmes et pour essayer de faire avancer leur pays. Et bon, je pense que c'est de bonne guerre, quoi. Il faut les encourager. Très bien, donc on va poursuivre. Souhaitez-vous réagir à ça? Donc les deux, notamment, c'est important concernant la possibilité pour les partis politiques de reprendre, entre guillemets, le travail. Donc c'est un acte important qui a été posé, qui a été très sollicité et très demandé par les différents partis. Aujourd'hui, c'est fait.
Oui, bien sûr, ça permet de battre en brèche l'argument utilisé par les adversaires du gouvernement malien, qu'on aime bien appeler junte. Pourtant, on n'a jamais parlé de junte en relation avec le général de Gaulle, qui était tout sauf un civil, à la tête de la France dans les années de guerre. Donc ça permet de détruire l'argument selon lequel ces dictateurs empêchent la population de s'exprimer. J'ai toujours dit, je l'ai d'ailleurs dit sur l'introduction sur le Rwanda, le pouvoir perpétuel, si les résultats sont bons, ne me pose pas de problème, et ça ne pose de problème d'ailleurs à aucun peuple dans le monde. Sinon Singapour et le Qatar seraient obsédés par la démocratie. Or, ce n'est pas tout à fait ça qui est court là-bas. Mais lorsqu'un niveau de vie conséquent est offert aux populations, elle peut fermer les yeux sur la pérennité au pouvoir. Et donc aujourd'hui, quand M. Assimi Goïta lève les barrières des restrictions des partis politiques, bon, ça cadre avec l'exhortation. Sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, lorsque l'interdiction a été en mars 2020, en mars dernier, lorsque l'interdiction a été mise sur pied, j'avais dit cela pourrait donner du carburant aux critiques, aux voix dissidentes. Et il y a ceux même qui peuvent utiliser des opposants maliens contre le gouvernement avec des arguments visibles selon lesquels, bon, il empêche les partis politiques de s'exprimer. Donc c'est bien qu'il ait opéré cela, de la même manière que je suis très heureux de la réforme du code civil, du code de la famille au Burkina Faso. Comme je l'ai dit dans un autre plateau ici sur la question homosexuelle dans mon pays, le Cameroun, chaque pays a ses réalités. Il faut que si les Africains élaborent un mode de vie précis, que ce mode de vie émane de leur volonté propre. Il ne faut pas qu'il leur soit imposé, dicté par l'extérieur, parce que nous n'imposons et ne dictons rien à autrui non plus. Donc c'est la préservation des valeurs africaines sans que les valeurs des autres nous dérangent. C'est la réalité africaine. Je soutiens toujours que l'Afrique est l'un des continents, enfin le continent le moins densément peuplé au monde. On a énormément de place pour très peu d'habitants. 1,5 milliard, c'est absolument ridicule sur 30 millions d'habitants. Alors il faut plutôt inciter des politiques d'explosion de naissance. Même la matière première, nous l'avons. Il suffira de l'exploiter. On n'a pas un souci de déficit de richesse. Et j'approuve totalement la mesure du président burkinabé sur la manière de gérer la famille et le privé. Alors, lever de la suspension pour les partis politiques, vous en pensez quoi, vous, Babadou? Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle à partir du moment où, comme le professeur Simon le disait, il fallait choisir entre le totalitarisme ou la démocratie. C'est soit l'un ou l'autre. Et j'avais dit que le totalitarisme serait plutôt un fardeau ou serait même la perte de ces régimes. Le fait de pouvoir lever cette sanction, ça permet aussi d'avoir une meilleure communication avec toutes les forces vives du Mali, qu'on sache où est-ce qu'ils veulent y aller avec l'AES, et ça permet d'aller, en tout cas dans la voie qui est tracée. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose et ça renforce l'unité du Mali, parce que sinon, je suis sûr qu'on partirait sur des troubles et sur l'instabilité à force de faire du totalitarisme. Donc, une très bonne nouvelle pour moi. Alors, comment les partis politiques maliens ont-ils pris cette décision? Donc, on aura forcément l'information dans les jours qui suivent. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. On a un petit moment de pause et puis on revient. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos trois invités. Aujourd'hui, on parle de l'AES et de la CEDEAO. Un divorce qui sera douloureux pour qui? Pour l'un, pour l'autre ou pour les deux? Alors, durant le sommet de la CEDEAO, le président Touré a quand même énoncé les différentes conséquences si les trois pays de l'AES persistaient dans leur retrait. Donc ils ont été quand même assez durs sur le nombre de conséquences. En tout cas, ils les ont citées. Est-ce que ça va arranger la situation? Est-ce que ça donne envie éventuellement aux pays de l'AES de discuter, de parler de réconciliation, de voire même de recevoir les émissaires? Parce qu'il a insisté, il en a cité pas mal. Vous en pensez quoi? Alors, les conséquences, c'est un peu comme les conséquences des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Si tu empêches quelqu'un de dormir, tu passeras une nuit blanche. Lorsque je prive quelqu'un d'une marchandise que je produis, je me prive d'un client. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire les conséquences vont toucher les deux entités. Et cette attitude belliqueuse n'arrange pas les choses, d'autant plus que l'AES n'est pas du tout dans une posture belliqueuse. S'il y a quelque chose que les dirigeants de l'AES trouvent dommage dans cette histoire, parce qu'évidemment c'est la CEDEAO qui ressent le plus la douleur de cette séparation, mais l'AES la ressent aussi, sauf que c'est dans un autre registre. Les dirigeants de l'AES auraient bien aimé que leurs frères africains comprennent leur idéologie, que leurs frères africains comprennent qu'ils ne sont pas en train de leur dire « nous ne sommes pas avec vous », ils sont en train de leur dire « nous sommes avec vous
face aux autres. Et vous devriez vous joindre à nous plutôt que de faire coalition avec les autres. Ça relève de ce que M. Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a évoqué lors de la rencontre de Bruxelles il y a quelques jours. Parmi les éléments qui ont conduit à la création de l'AES, outre le problème de l'EUTM que je citais tout à l'heure, il y a le fait que sous pression extérieure, les États de l'Alliance, des États du Sahel, se sont vus imposer des sanctions qui violent les textes de la CEDEAO. La fermeture des frontières n'est inscrite nulle part dans les prévisions de la CEDEAO, quelle que soit la situation qui y a cours. Les sanctions financières de l'UMOA ou les avoirs de ces États ont été gelés illégalement par les États de la CEDEAO. Ça non plus, ça ne figure pas dans la charte de l'UMOA. Et on sait d'où les pressions sont venues. Et quand on voit aujourd'hui ces sanctions, en fait, on voit la volonté par la guerre d'ego que je viens de citer et aussi par une volonté de l'extérieur. J'insiste toujours dessus, il ne faut pas qu'on soit naïf. On est dans un paradigme géostratégique réel où ceux qui ont besoin des ressources de ces pays-là ne vont pas négliger les leviers qui peuvent leur permettre d'y arriver. De faire regretter aux pays qui ont dit on s'en va d'être partis. Donc on met ces mécanismes de sanctions dans l'espoir. Pour le coup, ce ne sont pas des sanctions. C'est-à-dire qu'ils décident de quitter la CEDEAO, donc forcément il y a des conséquences. Normalement, quand on a compris ce qu'il y a à perdre pour les Africains, il n'y a que les Africains qui seront perdants. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je parle de sanctions, parce que quand on veut appliquer bêtement des mesures consécutivement au retrait de certains pays, plutôt que de se dire vous êtes partis, mais pour ne pas perdre nos acquis, on va essayer de procéder autrement. Considérons le port de Cotonou. On nous dit les États de l'AES sont enclavés, mais oui, mais c'est grâce à cet enclavement qu'ils ont besoin du port de Cotonou, entre autres. Et si le port de Cotonou décide de corser, si actuellement il y a une crise entre le Bénin et le Niger, si maintenant en raison de ces crises on corse les relations commerciales entre les deux pays sont perdants. Donc les Africains sont amenés à réfléchir et à se dire quelle serait la meilleure solution. Est-ce que idéologiquement, égocentriquement, on va les faire revenir de force alors qu'on sait que c'est couru d'avance, ou alors on va réfléchir pour le bien de nos populations un pragmatisme réel dans les mesures. C'est pour ça que je dis que les conséquences seront les mêmes que les conséquences de l'Union européenne qui, en raison de la guerre en Ukraine, a exclu la Russie du système SWIFT. Et il a dit à partir de là, vous ne participez plus aux échanges internationaux. Mais aujourd'hui, la récession économique en Europe, est un paradoxe énorme avec les 3,5% de croissance qu'on a du côté de la Russie. Donc aujourd'hui, on n'aura peut-être pas forcément la croissance du côté de l'AES immédiatement, mais on n'aura pas non plus un boom économique du côté de la CEDEAO. En gros, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Et c'est pour ça qu'ils sont amenés à réfléchir. Les conséquences sont... Oui, c'est pour ça qu'ils sont amenés à réfléchir du point de vue géostratégique. Je conclus en insistant dessus. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani n'excluent pas du tout la coopération avec leurs frères africains. Bien au contraire. Ils se désolent du fait que leurs frères africains refusent la véritable coopération sur un paradigme indépendamment créé par les Africains pour les beaux yeux de quelques puissances externes tapis dans l'ombre, entre autres, parce qu'il n'y a pas que... Babadem, que pensez-vous de la posture de M. Touré? Est-ce que cela va rendre plus difficile la mission de facilitateur de votre président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye? Ouais, je pense que c'est vraiment le discours malheureux. Et on se dit, ils essayent même de minimiser en disant non, c'est le discours du président de la commission, mais ce n'est pas ce que le sommet des chefs d'État a retenu en faisant un autre communiqué. Mais ça a quand même été dit sur la place publique, ça a été énoncé devant les autres chefs d'État, et le fait que ça soit énoncé, ça nous permet nous aussi de nous faire notre propre analyse. Et moi, c'est à partir de ce discours que je me suis dit que cette CEDEAO n'a rien compris, cette CEDEAO n'a pas le bon mindset, et qu'il faut tout refaire dans cette CEDEAO. Vous voyez, en fait, lorsque vous regardez la liste des sanctions, vous allez perdre un marché de 400 millions de consommateurs. C'est là aussi que j'ai appris que nous allons perdre l'assurance automobile CEDEAO, que je connaissais pas trop, que la communauté des peuples, c'est là où la première fois... Oui, c'est vrai que c'est étonnant, c'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment pas à ce que le listing soit fait, que ce soit aussi précis. Et vraiment, ils sont prêts. Et pire même, vous savez, en fait, appartenir à un bloc, il faut que ça soit attractif. Mais là, même dans le bloc, dans le listing, il a même dit... Attention, la CEDEAO n'a plus les moyens. En parlant au niveau économique, on n'a plus les moyens. C'est-à-dire qu'il fait tout pour qu'on n'y aille pas. Je suis malien aujourd'hui. J'ai la carte d'identité CEDEAO. Si on faisait une fiction, j'ai la carte d'identité CEDEAO, j'ai le passeport CEDEAO. On me dit effectivement, ça me permet de circuler librement dans l'espace. Moi, j'aurais préféré
que si je quitte la CEDEAO, comme disent que effectivement la carte de la CEDEAO me permettait d'avoir des soins presque plus ou moins gratuits sur certains hôpitaux, que pour les partisans, pour les paysans ou les agriculteurs, je pouvais avoir un peu ce qu'on disait la PAC là, c'est-à-dire le protectionnisme pour les agriculteurs. En gros, ce que vous voulez dire, c'est que les conséquences ne font pas peur finalement. Mais c'est-à-dire que ça te donne même envie de dire, mais reprenez-la. Oui, c'est ça. Ça me donne pas envie. Vous êtes d'accord avec ça Oui, bien sûr. Moi, je pense que dans les faits, en fait, c'est un peu enfantin. Hein. C'est une manière de dire, bon, essayer d'effrayer les pays de l'AES. Ben, dans les faits, la CEDEAO ne fonctionne pas vraiment bien. Déjà depuis 1975, les choses ne se passent pas bien. Et vous imposez une sanction, ben, bon, moi, je pense que il n'y aura pas d'effet sur les pays de l'AES puisqu'ils sont déjà déterminés. Et puis, mais comment aujourd'hui on peut dire qu'il n'y aura pas d'effet? Donc on va reprendre quand même les conséquences de ce retrait des pays de l'AES. Elles sont quand même nombreuses et pour le coup elles vont impacter les populations. C'est-à-dire qu'on peut dire oui effectivement c'est pas ça qui va dissuader peut-être, mais des conséquences sont réelles. Donc par exemple la fin de la liberté de mouvement, encore une fois on parle du passeport commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour ceux qui sont d'Afrique de l'Ouest et notamment de la CEDEAO, on a le passeport, donc le fameux passeport vert qui nous permet finalement de voyager assez facilement dans cette zone-là. Oui, aujourd'hui, si on quitte la CEDEAO, c'est quand même quelque chose de difficile pour les ressortissants de ces pays. Vous pensez qu'il n'y a aucun impact aussi? Oui, en fait, moi je pense que c'est une manière de retourner un peu la population contre les dirigeants de l'AES. Est-ce qu'il y a une conséquence? Oui, mais après, moi je vois que le peuple est quand même déterminé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y aura pas de conséquences, parce que le peuple soutient quand même ces dirigeants. Par rapport à ce que moi je vois, donc ça n'aura pas d'effet, parce que l'objectif, c'est de retourner le peuple contre ces dirigeants, en fait. Parce que ça peut entraîner peut-être des grognes si éventuellement la population s'accroche à ces... En tout cas, le message effectivement de Touré, je suis d'accord avec vous, effectivement, ça peut avoir cet effet-là, à savoir les peuples vont commencer à s'affoler en se disant mince, c'est grave ce qui va nous arriver si on revient pas dans la CEDEAO. C'est ce qu'ils ont cru, hein, parce que souvenez-vous des sanctions économiques qu'ils ont fait pour étouffer le Mali en croyant qu'à un moment donné, la population va se retourner parce qu'ils n'auront pas de salaire, etc. Ça n'a jamais marché. Et autre chose, visa, parlons des visas. Mais vous croyez que le Sénégal, en tout cas, j'ose espérer, vous croyez que le Sénégal va, du jour au lendemain, imposer un visa au Mali, un pays voisin dans laquelle on a des liens assez poussés, historiques, mais au-delà de ça, même des intérêts des marchands, les intérêts, vous allez dire au port de Dakar, bon écoutez, les Maliens doivent passer par des visas, donc eux ils peuvent aller du côté de, je sais pas moi, d'un autre port. Il y a le Maroc qui est prêt à ouvrir leur port, etc. Donc vous croyez que pour moi c'est pas possible. Il va se passer quoi finalement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enlève à partir de février, on va dire 2025, on enlève le passeport CEDEAO donc à ces trois pays-là. Que va-t-il se passer? Vous pensez que les pays, il va y avoir des accords bilatéraux qui vont naître assez rapidement et que finalement il n'y aura aucun impact concernant la liberté de circulation des biens et... Il y a déjà l'UEMOA qui donne la libre circulation des biens. Dans ce cas, le Mali fait partie des personnes. Le Mali fait partie de l'UEMOA. Ils disent, bon, c'est CEDEAO, ok, mais je fais partie de l'UEMOA, ça interdit quoi? Il y a le côté bilatéral aussi. Donc pour moi, c'est vraiment inutile. Et ça ne sert à rien. D'accord. En fait. Donc pour vous, en tout cas, cela n'aura aucun impact sur la population. C'est pour la com. Il y a une absence de pragmatisme inouï dans la lecture des dirigeants de la CEDEAO. À partir du moment où on élabore des sanctions pour pousser la population à la révolte, on doit tenir en compte le fait que ces sanctions-là s'appliquent également à notre population. C'est un principe de la physique. Toute action entraîne une contre-réaction. La violence avec laquelle vous frappez un mur est proportionnelle à la douleur que vous allez ressentir sur votre main. Ils ont oublié de prendre un globe terrestre ou une carte et de regarder les dispositions des pays. L'avion qui part de Paris pour Lomé, pour Abidjan, pour Abuja, Lagos, doit passer par l'un des États de l'AES. Et à partir de ce moment-là, ces pays peuvent dire, bon, ok, pour survoler notre espace aérien, parce que vous ne le faites pas parce que vous en avez envie, c'est un territoire étranger, on peut vous imposer une taxe en réponse aux sanctions que vous avez élaborées. Il est impossible de venir en ligne droite du continent européen ou de l'Afrique du Nord vers les États de la CEDEAO, mis à part un peu le Sénégal, encore qu'il y a un petit côté de l'Est du Sénégal, mais il est impossible d'atteindre la CEDEAO sans passer par l'AES, par air, par terre ou par voie ferrée. Et donc, quand vous dites
ok, nous vous imposons des sanctions parce que vous êtes parti, voici ce que nous allons faire désormais, attendez-vous à ce que la réciproque également soit possible. Et donc, les populations de la CEDEAO peuvent aussi se dire, quand je partais de Paris pour aller à Abidjan, mon billet d'avion coûtait 1000 € si je payais le jour J. Et aujourd'hui, en raison de la taxe de l'espace aérien que l'AES a mise, je dois payer le double. Ils peuvent aussi réagir et dire, bon, nous ne voulons plus de nos dirigeants, parce que la différence entre les deux, c'est que l'AES, et ça se voit, est une structure indépendante. Les peuples africains l'ont vu. Elle est créée par les Africains, pour les Africains. On le voit. C'est la première fois que l'Afrique crée une structure dans notre génération dont on voit clairement la démarche. Et ça devient le plus grand, parce que là, on part de la confédération. On va aboutir à une fédération. La différence entre la confédération et la fédération, c'est que dans la confédération, chaque État conserve plus ou moins sa souveraineté. Mais la fédération, c'est vraiment un gouvernement central avec des sortes de provinces, mais il y a vraiment un noyau et c'est l'idée qui a justement poussé à la création de la Confédération. Ils ont appelé ça la défense triennale permanente. Donc tous les trois, on parle d'une seule voix face à tous les paradigmes. Et là, on voit, il y a de la crédibilité. Les populations africaines le voient. Les dirigeants africains, eux, ils ne le voient pas. Et c'est ce que Traoré a dit dans son discours d'hier, je pense, ou de ce matin, je ne sais plus où il dit. Je n'ai rien contre les populations en Côte d'Ivoire, mais j'ai quelque chose contre les dirigeants en Côte d'Ivoire. Déjà parce qu'ils sont pilotés par l'extérieur, ce sont mes ajouts. Et de deux, parce qu'ils ont une lecture médiocrissime de la réalité. Ils vont vous dire que oui, ces gens-là, ils se font manipuler par la Russie et tout. Donc, en fait, ils dénient à leurs homologues la capacité de réfléchir par eux-mêmes. Bien sûr. On nous présente, voilà, comme des petits enfants qui se font maintenant manipuler par la Russie, comme s'il y avait une différence entre la Russie, les États-Unis et autres. Pour le coup, en parlant du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, donc il faudra aussi que tous les Burkinabés quittent la Côte d'Ivoire et retournent dans leur pays, ensuite demandent un visa, une autorisation de séjour en Côte d'Ivoire et vice-versa. Ce qui n'est pas applicable, ce qui est difficilement applicable. Et donc, c'est beaucoup de bruit pour rien, parce qu'on refuse de regarder la seule réalité qui tient. La seule réalité qui tient, c'est qu'on a 3 dirigeants africains qui se sont rendus compte que les temps ont changé. Ce sont de jeunes gens, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Ils se sont rendus compte qu'on a la capacité, nous, Africains, on est intelligents. Quand l'Union européenne a été créée, depuis le statut de Rome de 1957, le traité de Rome, ils n'ont pas demandé notre avis. Quand ils ont créé la communauté économique européenne qui deviendra plus tard l'UE, quand ils ont créé l'euro en 2000-2002, ils n'ont pas demandé notre avis, c'est une organisation indépendante qu'on soutient, qu'on soupçonne d'ailleurs d'inféodation aux États-Unis pour les critiques à cette organisation-là. Et donc aujourd'hui, nous en Afrique, on ne veut pas commettre les mêmes erreurs. Monsieur Abdoulaye Diop l'a dit, il ne s'agit pas d'exclure quiconque, ni en interne ni en externe. Il s'agit de choisir librement nos partenariats selon ce qui nous avantage. Si on prend le cas de la Russie, on a vu de nos propres yeux que le Mali, avec la coopération russe, contrôle aujourd'hui littéralement l'intégralité de son territoire. Après la bataille de Kidal, on dit la bataille de Kidal, on devrait dire la 5e bataille de Kidal, parce qu'il y en a eu 3 ou 4 grandes batailles avant celle-là, qui étaient en fait des bifurcations sans queue ni tête, parce que ceux qui prétendaient aider le Mali pour libérer Kidal ne cherchaient pas vraiment à libérer Kidal, parce que depuis le lancement de l'opération Serval en 2013, rien ne s'est passé. Il y a à peine quelques mois de coopération avec les Russes, on voit déjà des résultats. Ce n'est donc pas de l'idéologie qu'on fait en disant les gentils Russes face aux méchants Français. Non, on fait une lecture objective des événements. Tout le monde voit que Kidal a été libéré. Bien sûr, donc, tout le monde voit que là, c'est une structure créée par les Africains pour des résultats. Et qui pose des actes concrets, et on voit les résultats. Et c'est pour ça qu'ils seront donc moins convaincus par leurs dirigeants, si leur sanction leur retombe dessus. Par les choix de leurs dirigeants, oui, ça c'est important de le dire. Que ne le seront les populations de l'AES. Donc c'est voué à l'échec, il faut réfléchir. Donc ils ont encore insisté sur les 500 millions de dollars. Ils ont aimé le citer, hein, ce chiffre-là. Oui, l'AES, vous allez perdre 500 millions de dollars, etc. Voilà l'impact et ça va forcément impacter les populations. Ça fait peur, 500 millions de dollars pour le coup, pour ces 3 pays-là? Comme je le disais tantôt, tout au niveau de la population, en fait, l'objectif, c'est la communication, en fait, effrayer la population, les révolter. Mais si le peuple de ces territoires reste soudé, soutient les dirigeants, et je pense que c'est le cas, parce que moi, je vois tout ce qui se passe là-bas, la population, on a vu ce qui s'est passé au Niger, le 6,
Bah, regarde comment Ibrahim Traoré a été accueilli par la après, population. le Feuri peut redescendre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on les a accueillis, on est content de la création de Ouais, l'AES. bon, je pense que c'était quand même vrai. Hein. Galvanisés. Mais après, il y a le concret. C'est-à-dire que des gens vont perdre des marchés, des gens vont plus pouvoir circuler, en tout cas. Oui, mais en même temps, comme il a dit, ils sont conscients, ce ne sont pas les enfants. Ils savent mais en tout cas, sur le papier, en principe, c'est ça. Voilà. En principe, c'est ça. Oui. Pour vous, vous êtes certain que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les populations vont suivre, il ne va pas y avoir un soulèvement ou éventuellement des gens qui vont commencer à manifester contre éventuellement cette sortie de la CEDEAO. Ils sont déterminés, le peuple de l'AES est avec pour l'instant, les dirigeants. Non, comme on dit, on ne peut pas faire de la fiction, mais on ne sait jamais, mais pour l'instant, ils sont, moi je constate qu'ils sont vraiment des réels dirigeants et ils sont conscients de ce qui se passe. Quoi. Donc du coup... je pense que tout se passera bien. Et puis, ils ne perdent pas beaucoup. Je voudrais juste rajouter sur la liste l'autre côté, entre guillemets, ridicule, c'est attention, si vous quittez, vous ne serez pas soutenu pour les postes à responsabilité dans les institutions internationales. Perdre de l'influence diplomatique de ces pays-là, notamment dans les organisations internationales. C'est absolument c'est carrément un chantage. Et c'est un mauvais chantage. Quitte à faire du chantage, autant bien le faire. Il n'y a aucun dirigeant de l'AES qui se réveille le matin en disant « je rêve d'avoir des émissaires dans X ou Y organisation ». Au contraire, ils sont même moqués aujourd'hui. L'Afrique ne veut plus d'organisation cosmétique où on vous place là pour que vous fassiez bien le mariole, pour que vous fassiez bien, je me le permets parce que je suis africain, je peux utiliser ce mot, le nègre utile, pour justement les beaux yeux de l'impérialisme. Non, ce type de mécanisme ne fonctionne pas. On regarde la réalité des faits, que ce soit les sanctions financières. Premier pays dont on n'a pas parlé aujourd'hui, la Guinée-Conakry, qui a sa propre monnaie par ailleurs, le franc guinéen, depuis que M. Sékou Touré avait créé le CILI au sortir de la colonisation entre guillemets en 1958. Aujourd'hui, le produit intérieur brut de la Guinée par habitant est littéralement le même que celui du Sénégal. On a près de 1500 $ par habitant. Quand vous prenez le Burkina Faso, le Mali, le Niger, là-bas, le PIB oscille entre 500 et 800 $ par habitant, mais c'est parce que c'est des pays en situation de guerre. Donc, c'est à peine la moitié que dans des pays comme le Sénégal, justement. La Côte d'Ivoire est un peu au-dessus, mais bon, il y a l'avantage du cacao, c'est un autre sujet. Mais c'est pour dire, il n'y aurait pas de différence fondamentale entre ces pays-là et les pays de la CEDEAO aussi, et ils n'étaient pas en guerre. On peut d'ailleurs se demander comment ça se fait qu'ils soient en guerre permanente. Comment ça se fait que des pays musulmans dans leur septentrion soient toujours en proie à des attaques de gens qui viennent vous dire qu'ils instaurent la religion musulmane là où il y a déjà des musulmans. Et par une acrobatie qui ne dit pas son nom, le terrorisme semble respecter les lignes frontalières parce qu'il ne touche pas beaucoup certains pays qui aujourd'hui sont plutôt conformes aux dictats impérialistes occidentaux. Donc c'est beaucoup de choses qu'on regarde et on se dit, peu importe le temps que ça prendra, on ira vers là où on va pour que ça ait des résultats. Parce que quand on dit par exemple, oui, bon, vous vous plaignez de la France, mais vous avez pris la Russie. Les deux puissances ont leurs défauts. Et il faut donc déterminer qu'est-ce qui départage. Si on me dit par exemple que oui, les soldats de Wagner, ils commettent des exactions, des abus et des agressions sexuelles, ou que sais-je encore, on peut retrouver les mêmes chez les soldats de l'opération Sangaris en RCA. Il y a même les Japonais, là, sur le détachement militaire américain, les 50 000 soldats que les Américains ont au Japon, dont 25 000 sur l'île d'Okinawa. Il y a quelques jours, on s'est rendu compte que des filles japonaises avaient été enlevées, séquestrées et abusées par les soldats américains. On s'est rendu compte que Lafarge, l'un des géants français du ciment qui a fusionné avec Holcim, en 2014, avait pactisé avec les agents de l'État islamique en Syrie pour continuer de mener leurs activités. Donc en gros, ça fait, il n'y a pas de différence. Ça ne tient pas, ok. Oui, et donc le juge de paix, quand on voit qu'on a deux démons en face, le juge de paix, c'est la question, lequel des deux démons est utile? On voit que l'un des deux démons nous permet d'avancer véritablement contre les terroristes. L'un des deux démons ne détermine pas à notre place ce qu'on doit imposer comme valeurs internes, qui doivent être nos dirigeants, ils sont là avec leurs visées économiques qui sont compréhensibles, parce que c'est ça la coopération entre tous les pays. Je viens vers toi parce que j'ai un gain, c'est tout à fait normal. À nous de réfléchir pour tirer notre épingle du jeu. Et donc, ça, c'est très important de le dire. Alors, on l'a dit, on balaye alors les conséquences du départ, du retrait de l'AES de la CEDEAO. Pas de problème, très bien. Maintenant, réfléchissons. Concrètement, aujourd'hui, que va-t-il se passer donc, à partir de février 2025? Donc, selon vous,
comment les relations vont être régies? Est-ce que vous pensez que le travail a déjà commencé? Est-ce que vous pensez que l'AES va dès à présent commencer à discuter avec les pays frères, comme ils les appellent, les peuples frères, comme ils les appellent? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de commencer à travailler pour préparer l'après-CEDEAO? Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça a commencé? Je pense que ça a commencé. Hein. Déjà, ils se préparent à créer la fédération des pays, des États du Sahel. Et en même temps, c'est la CEDEAO qui a désigné des émissaires pour continuer à négocier avec les pays de l'AES. Donc, je pense qu'ils ont déjà commencé à travailler. Et ils ont quand même une vision, hein, parce que ce qui est le contraire de la CEDEAO. Depuis des années, ils n'ont jamais fait une projection sur le futur. On sait réellement ce qui s'est passé, ce qui a entraîné la crise au Mali, au Niger, au Burkina. C'était le terrorisme. Et pourtant, la CEDEAO a une armée. Les Comores et tout, ils n'ont jamais mis en place une armée pour intervenir dans le nord du Mali ou du Niger pour combattre les terroristes, même au Nigeria, où s'est tenu le sommet. Les djihadistes sont toujours présents aussi dans le nord, Boko Haram, dans le nord du Nigeria. Et la CEDEAO n'a pas encore pris des résolutions pour tout cela, elle n'a pas encore pris des stratégies pour combattre tout cela. Et donc moi je pense que les pays du Sahel, comme il a dit tout à l'heure, ils sont vraiment déterminés. On sent une stratégie, on sent qu'ils sont prêts, on sent une projection dans le futur. Moi je crois, maintenant tout dépendra du soutien du peuple. Après, c'est des peuples aussi éveillés qui ont une histoire. J'insiste vraiment sur ma question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont donné la feuille de route donc, au monde entier. Tout le monde sait à peu près vers où ils veulent aller. Leur peuple savent vers où ils veulent aller. Maintenant, il y a des actions à mettre en place pour pouvoir suivre cette feuille de route. Et aujourd'hui, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on a les informations concernant les actions qui vont être posées pour pouvoir finalement sortir la tête haute de la CEDEAO déjà, et surtout préparer l'avenir? J'insiste sur ça. C'est-à-dire que bon, après, c'est tout frais. Hein. C'est tout frais. Il n'y a pas encore une semaine. Donc, je pense que... Et c'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses avancent. Oui. Le Burkina, le Mali ont prouvé, ils reprennent le travail. Donc, que va-t-il se passer dans les prochains mois, selon vous? Ils ont déjà pensé à mettre en place une banque, ils appellent ça la banque d'investissement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'eux, ils ont placé des actes par rapport à la priorité que veulent leur peuple, par exemple. Le président Ibrahima Traoré a bien dit que 90% des Burkinabés étaient de l'agriculture, des agriculteurs. Donc la priorisation pour eux, ce sont les semences agricoles. Dans le côté du Mali, c'est vrai que on va dire que c'est les trois pays, ils font partie des trois pays les plus pauvres, c'est ce qu'ils vont dire. Mais au-delà de ça, le fait qu'ils fassent un bloc, une alliance, on oublie souvent la Mauritanie. La Mauritanie faisait partie de la CEDEAO jusqu'en l'an 2000 avant de quitter. La Mauritanie, a quand même ils ont forcément, si on devait faire une comparaison, c'était pour eux. C'est pas une crise qui a fait quitter la Mauritanie, mais c'était plutôt pour rejoindre l'Union du Maghreb arabe. Je suppose qu'il y a beaucoup plus d'intérêt là-bas. Mais ils ont quand même gardé ce partenariat avec la CEDEAO, ce qui fait qu'il y a la libre circulation des biens. Pas encore des personnes, mais ils y vont dans cela. Donc en gros, le challenge de l'AES, ils ont bien appelé Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ouverture qui va se faire. Mais pour moi, c'est à la CEDEAO de se réinventer, de se rendre encore plus, qui est une réponse beaucoup plus adaptée par rapport à leur peuple et garder. Et surtout, il y a une chose, il ne faut pas aller dans ce côté confrontation parce qu'on sent quelque part une animosité entre les peuples. On va dire, oh, les Sénégalais sont des traîtres, les Ivoiriens sont des traîtres, attention, j'ai l'impression que la CEDEAO veut aller sur le côté confrontation des peuples, affrontement, alors que je pense qu'on peut partir de ça, de l'AES, pour développer un bloc de l'Afrique de l'Ouest avec une meilleure réponse. Ma question, elle est légitime. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand même, la CEDEAO a expliqué si les pays de l'AES quittent, voilà les conséquences. Donc, il y a des conséquences. Il faut se dire, il faudrait éventuellement peut-être via un communiqué, en tout cas via une prise de parole, via je ne sais quoi, expliquer que, ok, voilà les conséquences, voilà nous comment on va réagir à ces conséquences-là. Ne serait-ce que pour rassurer les populations. Moi, je pense que ça peut être important
de faire cela? La différence entre la CEDEAO et l'AES, c'est que depuis plusieurs mois, la CEDEAO ne crée rien, elle est dans une politique belliqueuse et de sanctions. Les autres convergent vers quelque chose de visible. La confédération, la fédération, le plan de défense trilatéral, la négociation des partenariats de manière conjointe, la dénonciation de la présence coloniale sur place, y compris dans les pays voisins, la proximité réelle avec les populations, la dislocation de certaines barrières de coercition politique, comme dans le cas du Mali aujourd'hui. En fait, on voit où l'AES est en train d'aller. On voit exactement ce qu'elle est en train de faire. Et elle mène une politique d'une transparence incroyable parce qu'elle dit ce qu'elle va faire. Elle fait ce qu'elle dit. Que fait la CEDEAO? On demande à un Africain ressortissant de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO fait? Il ne pourra pas répondre. La CEDEAO était carrément une entité morte pendant longtemps. Elle a repris vie uniquement sur le plan des sanctions depuis l'éviction de Mohamed Bazoum. Chaque fois qu'on entend la CEDEAO parler en matière de sanctions, nous allons sanctionner, ils sont partis, les renégats, c'est une blessure au panafricanisme, comme le dit Bassirou Diomaye Faye dans une lecture d'un hors-sujet et indicible. Qu'est-ce que le panafricanisme? Quand Julius Nyerere se rend compte que le sultanat de Zanzibar a été démantelé en 1964, il se saisit du Zanzibar et il le fait fusionner avec son pays, le Tanganyika, pour donner la Tanzanie. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que Barthélemy Boganda voulait faire au cœur de l'Afrique en voulant créer la République d'Afrique centrale, raison pour laquelle il se fera par ailleurs assassiner. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que Sékou Touré propose à Kwame Nkrumah après le coup d'État de 66, où il dit « Viens diriger le pays avec moi ». Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que Kwame Nkrumah lui-même fait quand il dit « Africa must unite ». Il nous faut un État continental. Qu'est-ce que le panafricanisme? C'est ce que fait l'AES aujourd'hui. On le voit, les trois États de l'AES sont beaucoup plus soudés que les États de la CEDEAO. Il n'y a aucun État de la CEDEAO, malgré l'amour artificiel qu'ils sont en train de faire miroiter à la population aujourd'hui. Il n'y a pas deux pays qui réfléchissent à créer une fédération. Ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire, qui sont pourtant de très bons amis, de très bons partenaires, un peu comme la France et l'Allemagne en Europe, ni le Bénin et le Togo. Non, pourtant, dans l'AES, on voit vraiment la réalisation du panafricanisme, l'idéal qui a coûté la vie à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, et il y a tous ces gens-là qui voulaient une Afrique unie, dont on ne voit pas où ça va. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous arriverons à échéance en 2025? Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour la CEDEAO que l'échéance arrive en 2025. Pour les États de l'AES, et je les invite encore à le réaliser, l'échéance, elle est actée il y a longtemps. C'est simplement pour se conformer au texte que les dirigeants de l'AES ont dit, bon, aujourd'hui, 28 janvier 2024, on dit non jusqu'en janvier 2025, mais on le voit bien au quotidien, ils n'y sont plus. Ce que eux ils ont tiré un trait sur la CEDEAO. Ce que eux veulent, c'est une structure africaine qui n'obéit pas aux diktats externes. Or, on le voit, et Traoré l'a dit encore aujourd'hui, quand il a dit détenir des preuves de la présence française. Il a cité le pays. Et un dirigeant comme ça, dans un cadre aussi solennel, ne peut pas évoquer le nom de manière aussi frontale d'une grande puissance comme la France s'il ne dispose pas d'éléments. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 1979, l'opération Barracuda, qui est lancée depuis N'Djamena pour venir déloger l'empereur Bokassa Ier et réinstaller David Dacko en République centrafricaine. Les pays africains ont parfois, les pays qui étaient conformes à l'impérialisme, ont souvent servi de base arrière à l'impérialiste pour justement installer un nouvel ordre dans les pays qui leur étaient hostiles. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré vous dit, celui qui ne se souvient pas de son histoire va la revivre à nouveau. Non, on a pris les leçons du passé et on ne veut pas que ça se répète. Et donc, parce que ces pays-là de la CEDEAO obéissent encore à quelqu'un d'autre et refusent d'être indépendants dans une logique Senghoro ou fouettiste, eux, ils n'y sont plus du tout. Mais maintenant, ils disent, pour les populations, nos peuples ne se détestent pas du tout. Donc on va continuer, on partage énormément de choses ensemble. Et ça c'est important, ils ont insisté dessus et depuis le début, oui, depuis les différentes prises de parole, ils insistent dessus. Bon, nous on veut continuer à coopérer. N'écoutez pas les dirigeants qui ne parlent que de sanctions, que de blabla. Les dirigeants de l'AES, eux, ne parlent pas de sanctions. Ils ne font que parler de continuité, de progression. Ils disent non, on va partager. S'ils ne veulent pas rejoindre l'AES ou sinon pas des dirigeants conformes à l'idéologie de l'indépendance, on va mettre sur pied des mesures qui permettent à nos peuples de coexister et de ne pas subir la piètre lecture géostratégique de leurs dirigeants. C'est très très important et tant mieux si ça a été dit et surtout si ça sera exécuté. Alors, peut-on parler d'un divorce douloureux? Pour qui? Bonne question, donc vous direz. La CEDEAO.
La CEDEAO. Et l'AES, parce qu'il veut le retour de ses frères vers l'indépendance, et la CEDEAO, parce qu'elle est dans une guerre d'ego absolument misérable. d'accord, donc pour les deux. Pour les deux, mais pour d'autres raisons. Exactement. Merci, merci à vous, chers invités. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Vox Live. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. On les lit ici sur Vox Live. Allez, rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre émission. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa. Dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde en constante évolution, il est vital d'être le meilleur. Un meilleur doté d'une formation à toute épreuve. La formation à la vie qui nous attribuera des qualifications qui feront de nous des champions. Chez nous, nous ne formons pas seulement des diplômés, mais des champions capables de s'intégrer partout dans le monde. Les champions d'Afrique, les champions du monde. Depuis le Cameroun, nous formons la crème de l'Afrique. À Bansoa et à Bafoussam, dans l'ouest, les génies de l'agro-pastoral. À Yaoundé, les maîtres de la traduction et de l'interprétation. À Douala, les as de la technique et du commerce. Très tôt, nous apprenons sans plonger dans la réalité du métier de leurs rêves, pour devenir les meilleurs des meilleurs, les champions des champions d'Afrique et du monde. Chez nous, à l'Institut universitaire d'Afrique, la passion est au cœur de l'apprentissage. Avez-vous déjà assisté à une agression publique? Vous et de nombreuses personnes étiez présents, mais personne n'a réagi. Vous étiez comme bloqués. Eh bien, cela s'appelle l'effet spectateur. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau numéro de Aïssatou vous dit presque tout sur tout. L'effet spectateur est un phénomène tristement connu dans notre société actuelle. Il décrit la tendance de certaines personnes à rester spectatrices lorsqu'une agression se produit sous leurs yeux, sans intervenir pour aider la victime. Cependant, ce comportement peut avoir des conséquences graves et mettre en danger la vie des personnes impliquées. L'effet spectateur peut être causé par de nombreux facteurs, tels que la peur de subir à son tour une agression, la confusion quant à la gravité de la situation et l'incertitude quant à la responsabilité d'intervenir. Et oui, chacun pense que l'autre va intervenir. Cependant, il est important de comprendre que chacun d'entre nous a le devoir moral d'agir pour protéger les autres en cas de danger. Heureusement, il existe des moyens de surmonter l'effet spectateur et d'encourager les gens à agir en cas d'agression. La sensibilisation à ce sujet et l'apprentissage des techniques d'intervention peuvent aider les gens à se sentir plus confiants et plus à l'aise pour agir en cas de situation d'urgence. En fin de compte, cela peut aider à prévenir la violence et à sauver des vies surtout. L'effet spectateur lors d'une agression est un phénomène préoccupant qui peut avoir des conséquences graves pour les personnes impliquées. Cependant, en étant conscient de ce comportement et en agissant pour surmonter ses causes, nous pouvons faire une différence et protéger les personnes qui sont en danger. Enfin, il faut savoir que l'effet spectateur en soi n'est pas directement puni par la loi. Cependant, en cas d'agression ou de situation dangereuse, le manquement à porter secours à une personne en danger peut être considéré comme une infraction pénale dans certains cas. Par exemple, dans de nombreux pays, il existe des lois qui obligent les citoyens à porter secours à une personne en danger lorsqu'ils sont en mesure de le faire sans se mettre en danger. Le manquement à respecter ces obligations peut entraîner des poursuites pénales et des sanctions telles que des amendes ou même de la prison. Donc attention, mesdames et messieurs, l'inaction peut avoir des conséquences graves pour la personne agressée, mais aussi pour le spectateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!